Quand mes parents m'ont renié à l'âge de 13 ans, mon oncle fortuné m'a recueilli. 15 ans plus tard, ma mère est arrivée à la lecture de son testament en s'attendant à recevoir des millions. Jusqu'à ce que je la fasse taire. L'avocat est arrivé horrifié. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 28 ans et il y a 15 ans, mes propres parents m'ont mise à la porte de la maison alors que je n'avais que 13 ans. La semaine dernière, ils se sont présentés à la lecture du testament de mon oncle Henri, l'homme qui m'a élevé ces 15 dernières années, avec des sourires confiants et un avocat personnel, absolument certain de repartir avec des millions. Mais lorsque maître Marguerite Morin a ouvert cette enveloppe scellée et a commencé la lecture, ses sourires ont disparu. Et lorsqu'elle a atteint la clause 7, ma mère, la femme qui avait un jour déclaré que je n'étais plus sa fille, s'est levée d'un bond, le visage blême, la bouche bée d'incrédulité. Pour comprendre pourquoi ma mère a réagi de cette façon, je dois vous ramener à l'été 2010, quand j'étais une jeune fille de 13 ans qui croyait être la cause de tous les problèmes de sa famille. Ayant grandi dans une modeste maison du sud-est de Lyon, j'ai appris très tôt que l'amour dans notre famille n'était pas distribué de manière égale. Mon père, Richard Dubois, travaillait comme mécanicien dans un garage du centre-ville. C'était un homme de peu de mots, et la plupart de ses mots étaient pour être d'accord avec tout ce que ma mère disait. Ma mère, Sophie, travaillait à la caisse d'un supermarché et gérait notre foyer avec la précision de quelqu'un qui savait toujours exactement qui méritait quoi. Ma sœur Delphine avait 2 ans de plus que moi. Elle avait les cheveux blonds dorés de maman, les yeux bleus vifs de maman, le rire facile de maman. Tout le monde le disait. Delphine te ressemble tellement à son âge, Sophie. Et maman rayonnait. Moi, je ressemblais à notre grand-mère décédée. La mère de papa. Cheveux bruns, yeux marrons, nature calme. Maman n'a jamais dit que c'était une mauvaise chose. Elle ne disait simplement jamais grand-chose sur moi. Les différences se manifestaient partout. Pour le 15e anniversaire de Delphine, maman a organisé une fête avec 15 invités, un gâteau à 3 étages de la pâtisserie de la rue de la République, et la location d'une machine à karaoké. Pour mon 13e anniversaire, 3 mois plus tard, nous étions tous les 4 autour de la table de la cuisine avec un gâteau en promotion du supermarché où maman travaillait. Le glaçage disait « Joyeux anniversaire sans nom », un reste générique de la commande annulée de quelqu'un d'autre. Je n'ai réalisé ce qui se passait que vers mes 12 ans. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que Delphine avait un compte d'épargne-études qui avait été ouvert quand elle avait 5 ans. 8 ans de dépôt, des milliers d'euros. J'ai demandé à maman pourquoi je n'en avais pas. Elle m'a regardé comme si la question la surprenait. Delphine a besoin d'argent pour l'université, a-t-elle dit. Toi, tu te débrouilleras. Tu es doué pour t'adapter. C'était la première fois que je comprenais ma place dans cette famille. J'étais l'enfant de rechange, gardé là, mais jamais vraiment désiré. L'été 2010 a tout changé. En avril de cette année-là, j'ai postulé à l'Académie d'été des sciences et technologies de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'Université de Lyon. C'était un programme résidentiel de 6 semaines pour les élèves qui montraient des aptitudes exceptionnelles en sciences et en mathématiques. La bourse couvrait tout, les frais de scolarité, le logement, la nourriture, le matériel. Valeur totale, 4 200 €. Je n'ai dit à personne que j'avais postulé. J'avais appris à ne pas exprimer mes espoirs à voix haute dans cette maison. Le 15 mai, la lettre d'acceptation est arrivée. Sur plus de 2000 candidats de toute la région, 50 élèves avaient été sélectionnés. J'étais l'une d'entre eux. Pendant exactement un après-midi, j'ai eu l'impression de compter. Puis Delphine a entendu parler d'un camp d'art du spectacle sur la Côte d'Azur que son professeur de théâtre avait mentionné. 3 semaines, pas de bourse. Prix, 3 800 €. Ce soir-là, au dîner, maman a annoncé la solution qu'elle avait élaborée dans sa tête. Amélie, tu vas refuser ce truc de science. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous envoyer toutes les deux à des programmes d'été, et le camp de Delphine l'aidera pour ses candidatures à l'université. Elle a dit cela comme si elle discutait du menu de la semaine, pas comme si elle brisait les rêves de quelqu'un. J'ai fixé mon assiette. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Non. Toute la table est devenue silencieuse. Même le réfrigérateur semblait avoir cessé de bourdonner. Pardon ? La voix de maman a baissé à ce ton dangereux que je lui avais entendu utiliser avec les clients du magasin qui essayaient d'utiliser des coupons périmés. Cette bourse n'est pas ton argent à réaffecter, ai-je dit, la voix tremblante mais claire.
Je l'ai mérité. C'est à moi. Maman m'a regardé comme si je m'étais transformé en une étrangère sous ses yeux. Si tu ne peux pas te sacrifier pour cette famille, dit-elle lentement, alors tu ne fais pas partie de cette famille. À 13 ans, je pensais qu'elle était juste en colère. Je n'avais pas réalisé qu'elle le pensait littéralement. 3 jours après ce dîner, je suis rentré de la bibliothèque municipale pour trouver mes affaires emballées dans 2 sacs poubelles noirs posés sur le porche. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Elle n'avait plus l'air en colère. Elle avait l'air résolue, comme quelqu'un qui vient de terminer une corvée désagréable. J'ai appelé Henri, dit-elle. Il viendra te chercher. À partir de maintenant, tu es son problème. Je suis resté là, sur le porche où j'avais passé toute ma vie, essayant de comprendre ce qui se passait. Derrière maman, je pouvais voir papa dans le couloir. Il ne m'a pas regardé. Il n'a rien dit. J'ai levé les yeux vers la fenêtre du premier étage. Delphine regardait derrière le rideau. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est reculée dans l'ombre de sa chambre. Elle n'est pas descendue. J'ai attendu sur ce porche de 18h à 22h, 4 heures. Ma mère est rentrée après les 5 premières minutes. La lumière du porche ne s'est jamais allumée. Oncle Henri vivait à Marseille, à 3 heures de route. Il a conduit toute la nuit pour venir me chercher. Quand sa Honda grise s'est garée dans l'allée, j'étais toujours assis sur ces sacs poubelles, les genoux ramenés contre ma poitrine. Il est sorti sans rien dire au début, s'est approché, m'a regardé et m'a serré dans ses bras si fort que je ne pouvais plus respirer. À partir de maintenant, dit-il doucement, tu as un foyer. Cette nuit-là, alors que nous roulions vers le nord dans l'obscurité en direction de Marseille, je ne savais pas que ma mère avait signé un document avant le départ d'oncle Henri. Je ne savais pas ce que cela signifiait. J'étais juste une gamine effrayée qui regardait par la fenêtre, se demandant ce que j'avais fait de mal. Il faudrait 15 ans pour que ce document refasse surface. Et quand il le ferait, il changerait tout. La maison d'oncle Henri dans le quartier du Panier à Marseille n'était pas grande, mais elle semblait énorme comparée à l'espace exigu que j'occupais dans la maison de ma famille. Pour la première fois de ma vie, j'avais une chambre qui était entièrement à moi. Plus important encore, j'avais quelqu'un qui croyait en moi. Oncle Henri avait bâti Dubois Immobilier Commercial à partir de rien, une société immobilière commerciale qu'il avait lancée avec un seul petit immeuble de bureau qu'il avait acheté après avoir travaillé en double poste pendant 6 ans. En 2010, il possédait 8 propriétés dans la métropole marseillaise. Il ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'enfant. Quand je suis arrivé à sa porte avec rien d'autre que 2 sacs poubelles, il ne s'est pas contenté de m'accueillir, il a investi en moi. Au cours des 4 années suivantes, je me suis plongé dans mes études. J'ai obtenu mon baccalauréat au lycée Thiers en 2014 en tant que major de promotion, présidente du club de maths avec une moyenne générale de 18/20. L'université d'Aix-Marseille m'a offert une admission avec une bourse partielle à son IAE. En 2018, j'avais ma licence en finance, diplômé avec la mention très bien et les félicitations du jury avec une moyenne de 17,8/20. Oncle Henri m'avait offert des opportunités de stage chez Dubois Immobilier Commercial. À partir de ma 2e année, j'ai appris le métier de A à Z, saisie de données, analyse de baux, relations avec les locataires, évaluations immobilières. En 2019, après 18 mois dans un grand cabinet d'expertise comptable que j'appellerai Durand et Associés, j'ai obtenu mon diplôme d'expert comptable. 1 an plus tard, oncle Henri m'a offert un poste de contrôleuse de gestion. En 2021, j'étais directrice financière, CFO. À mon 26e anniversaire, je gérais un portefeuille de 12 propriétés commerciales d'une valeur combinée de 23,7 millions d'euros. Oncle Henri m'a envoyé un email ce jour-là. Je l'ai toujours conservé. L'objet était « à ma fille ». Le message était simple. Tu n'as rien à prouver aux gens qui t'ont abandonné, mais tu dois te prouver à toi-même que tu en vaux la peine. Tu l'as fait. Joyeux anniversaire, Amélie. En 15 ans, ma famille biologique m'a contacté exactement 3 fois. La première fois, c'était en 2012. Ma mère a appelé le téléphone d'oncle Henri, pas le mien, pour demander 5 000 euros. Papa avait perdu son emploi au garage. Les temps étaient durs. Henri pouvait sûrement aider son propre frère. Oncle Henri a refusé. Il m'a parlé de l'appel après coup, la mâchoire serrée. Ils n'ont pas demandé de tes nouvelles une seule fois, a-t-il dit.
Pas comment tu allais à l'école, pas si tu allais bien. Ils veulent juste de l'argent. Le deuxième contact a eu lieu en 2016. Delphine m'a envoyé un faire-part de mariage. Pas de mots personnels. Pas de « j'espère que tu vas bien ». Juste le carton imprimé formel avec mon nom et l'adresse d'oncle Henri à Marseille. Je n'y suis pas allé. Je n'ai pas envoyé de cadeau. Je n'ai pas répondu du tout. Le troisième a eu lieu en 2020. Ma mère m'a envoyé un email, le premier contact direct qu'elle avait initié depuis qu'elle m'avait mise à la porte. L'objet était pour prendre des nouvelles. Le message mentionnait qu'elle avait vu un article dans la Provence Économie sur l'expansion de Dubois Immobilier Commercial sur le marché de l'Est. Elle espérait que j'allais bien et suggérait que nous devrions nous revoir un de ces jours. J'ai supprimé l'email sans répondre. Je n'étais pas rancunière. J'avais simplement construit une vie qui ne les incluait pas, et je ne voyais aucune raison de changer cela. À l'été 2024, oncle Henri a reçu un diagnostic qui a tout changé. Insuffisance cardiaque congestive, stade avancé. Les médecins lui ont donné 12 à 18 mois. Il a tenu 8 mois. Durant ces derniers mois, oncle Henri a rencontré son avocat spécialiste des successions à plusieurs reprises. Il a mis à jour son testament en juin 2024, 6 mois avant son décès. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a juste souri. Tout est réglé, a-t-il dit. Toi, concentre-toi sur l'entreprise. J'ai géré le reste. Je ne savais pas ce qu'il avait écrit. Je ne connaissais pas les clauses. Je lui faisais entièrement confiance. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Oncle Henri est décédé le 28 février 2025. Il est parti paisiblement dans son sommeil à l'hôpital de la Timone, alors que je lui tenais la main. Une semaine plus tard, le 7 mars, j'étais dans mon bureau chez Dubois Immobilier Commercial quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu de Lyon. J'ai failli ne pas répondre. Amélie. La voix était immédiatement reconnaissable. 15 ans n'avaient pas changé la façon particulière de ma mère de prononcer mon nom, comme si elle goûtait quelque chose qu'elle n'était pas sûre de vouloir avaler. Sophie. J'ai gardé ma voix neutre. Pas maman, juste son nom. Une brève pause. Je pouvais presque l'entendre se recalibrer. J'ai appris pour Henri, dit-elle. Je suis vraiment désolé pour ta perte. Je pensais que je devrais venir pour le service commémoratif. Présenter mes condoléances. La cérémonie a eu lieu il y a 3 jours. Autre pause. Oh, eh bien, j'ai aussi entendu dire qu'il y aurait une lecture de testament. La famille a le droit d'assister à ces choses, tu sais, surtout quand il s'agit de la succession d'un frère. Voilà. La vraie raison de l'appel. Comment as-tu su pour la lecture du testament? J'ai un avocat, Victor Arrivel. Il a passé quelques appels. Le nom a ravivé un vague souvenir. Oncle Henri avait mentionné un Victor Arrivel une fois, un avocat qu'il avait consulté des années auparavant et avec qui il avait décidé de ne pas travailler. J'ai parlé à maître Marguerite Morin, l'avocate d'oncle Henri. Le lendemain matin, elle a confirmé mes soupçons. Sophie avait engagé Victor Arrivel pour contester le testament. Leur motif, abus de faiblesse, alléguant que j'avais manipulé un homme malade dans ces derniers mois. Ils exigeaient également d'assister à la lecture du testament en tant que membre de la famille immédiate du défunt. J'ai regardé la photo d'oncle Henri sur mon bureau. Sur la photo, il souriait, presque comme s'il avait su que cela arriverait, presque comme s'il l'avait prévu. Le bureau de maître Marguerite Morin occupait le 29e étage de la tour La Marseillaise, le plus haut bâtiment de la ville. À travers les baies vitrées, on pouvait voir jusqu'au mont Ventoux par temps clair. Le 10 mars n'était pas clair. La pluie striait les vitres tandis que Marguerite exposait la situation. Victor Arrivel a déposé une contestation formelle du testament au nom de Richard et Sophie Dubois, dit-elle en faisant glisser un document sur son bureau. La plainte allègue un abus de faiblesse. Ils soutiennent que vous avez isolé Henri de sa famille pendant sa maladie et que vous l'avez poussé à modifier son plan de succession. J'ai lu le dossier, mon estomac se nouant à chaque paragraphe. Ils demandent 50% de la succession, a poursuivi Marguerite. Leur théorie juridique est qu'en tant que seul frère survivant d'Henri, Richard devrait avoir le droit d'hériter selon les règles de la succession AB intesta ou, au minimum, recevoir une part importante qui reflète les liens naturels de fraternité. Les liens naturels? Ai-je répété.
Richard et Henri ne s'étaient pas parlé depuis 8 ans avant que je vienne vivre avec oncle Henri. Le saviez-vous? Marguerite a hoché la tête. Je suis au courant. Henri m'a raconté toute l'histoire, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète dans ce dossier. Elle a sorti une autre page de son classeur. Ils n'ont pas besoin de gagner ce procès. Si cela va en justice, la succession pourrait être gelée pendant 12 à 18 mois pendant l'instruction et le procès. Pendant ce temps, les propriétés ont besoin de gestion. Les locataires ont besoin d'attention. Les factures doivent être payées. Une longue bataille juridique pourrait coûter des centaines de milliers d'euros en frais d'avocat et potentiellement dévaloriser l'ensemble du portefeuille. Donc, il parie que je vais les payer pour qu'ils s'en aillent. C'est la stratégie, a convenu Marguerite. Ce n'est pas rare dans les litiges successoraux. J'ai baissé les yeux sur le dossier de contestation. Dans la section décrivant notre histoire familiale, Sophie avait écrit que j'avais abandonné ma famille et exploité la solitude d'Henri. La femme qui m'avait mise à la porte prétendait que je l'avais abandonnée. Avez-vous des documents sur votre situation en 2010? A demandé Marguerite. Quelque chose qui établit ce qui s'est réellement passé quand vous êtes allé vivre avec Henri? J'ai repensé à cette nuit sur le porche, au sac poubelle, à l'attente de 4 heures, à oncle Henri arrivant dans l'obscurité. J'avais 13 ans, ai-je dit. Je n'ai pas vraiment gardé de dossier. Henri, si. Marguerite prenait déjà son téléphone. Elle a appelé son assistante et a demandé un numéro de dossier spécifique des archives. 20 minutes plus tard, son assistante est revenue avec un dossier jauni. Marguerite l'a ouvert avec précaution, parcourant le contenu. Puis elle a levé les yeux vers moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Amélie, étiez-vous au courant de ça? Elle a fait glisser le document sur le bureau. L'entête indiquait « Renonciation volontaire à l'autorité parentale et transfert de la tutelle », en date du 15 juillet 2010. Le document stipulait que Richard Jacques Dubois et Sophie Hélène Dubois, étant sains d'esprit, renonçaient volontairement à tous les droits et responsabilités parentaux envers leur fille mineure, Amélie Marie Dubois, et transféraient la tutelle légale complète à Henri Raymond Dubois. En bas se trouvaient 4 signatures. Celle de ma mère, de mon père, d'oncle Henri et d'un notaire des Bouches-du-Rhône. Numéro de dossier 2010 TGI 5847. Ils ne vous ont pas seulement mis à la porte, dit doucement Marguerite. Ils vous ont légalement abandonné. Ils ont renoncé à leurs droits parentaux. Aux yeux de la loi, Sophie et Richard Dubois ont cessé d'être vos parents au moment où ils ont signé ce document. Mes mains tremblaient. J'avais 13 ans, assise sur un porche dans le noir. Je n'avais aucune idée que ma mère signait des papiers à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce que cela signifie pour leur plainte? L'expression de Marguerite a changé. Cela signifie que Richard n'a aucune qualité pour agir en revendiquant un héritage par lien de parenté. Légalement, il n'est pas votre parent. Il a lui-même rompu ce lien par écrit, avec des témoins, il y a 15 ans. Marguerite m'a offert 2 voies à suivre. Option 1, nous négocions, dit-elle. Je contacte Arrivel, je lui explique que leur position juridique est plus faible qu'ils ne le pensent. Et j'offre un règlement de 500 000 à 1 million d'euros en échange du retrait de leur contestation et de la signature d'une renonciation à toute réclamation future. C'est plus rapide, plus propre, et évite tout spectacle public. Et option 2, nous procédons à la lecture du testament comme prévu. Ils ont exigé d'y assister en tant que membres de la famille. Nous les laissons faire. Ensuite, nous présentons les preuves, le document de transfert de tutelle, l'historique complet, tout ce qu'Henri voulait que l'on divulgue en cas de contestation. Elle a fait une pause. Henri avait anticipé cela, Amélie. Il a laissé des instructions spécifiques sur la manière de gérer exactement ce scénario. Il voulait que la vérité soit consignée. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise dans le salon de la maison qu'oncle Henri m'avait laissée, fixant les photos de famille sur la cheminée. Il y avait des photos de moi à chaque étape. Remise des diplômes du lycée, de l'université, le jour où j'ai obtenu mon diplôme d'expert comptable, mon premier jour en tant que directrice financière. Sur chaque photo, oncle Henri rayonnait à mes côtés. Il n'y avait aucune photo de Richard ou de Sophie. Pas une seule. J'ai pensé aux mots d'oncle Henri dans cet email des années auparavant. Tu ne leur dois rien, mais tu te dois à toi-même la vérité. À 7 heures le lendemain matin, j'ai appelé Marguerite. Je veux que la lecture du testament ait lieu.
Pas de règlement, pas de rachat? S'ils veulent être présents pour ça, qu'ils le soient. Mais nous ne cachons rien. En êtes-vous sûr? Une fois que cela deviendra public, ils ont choisi de rendre cela public en déposant leur contestation. Je ne fais que respecter leur choix. La lecture du testament était prévue pour le vendredi 14 mars 2025, à 14 h, dans la salle de conférence de Morin et Associés, dans 5 jours. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparation. Ma meilleure amie, Hélène Torres, que j'avais rencontrée lorsqu'elle avait rejoint Dubois Immobilier Commercial en tant que directrice des ressources humaines 3 ans plus tôt, m'a aidé à organiser la documentation. Elle était la seule personne, à part Marguerite, à connaître toute l'histoire de mon enfance. 47 emails, dit Hélène en levant les yeux de son ordinateur portable dans mon bureau mercredi soir. 47 emails d'Henri à vous sur 10 ans, documentant sa relation avec vous et ses raisons de s'être éloigné de Richard. Les emails brossaient un tableau clair. En 2002, Richard avait emprunté 80 000 € à Henri avec la promesse de les rembourser dans les 5 ans. 23 ans plus tard, pas un seul euro n'avait été remboursé. Cette promesse non tenue avait fracturé leur relation. Mon arrivée en 2010 n'avait rien à voir avec leur brouille. Elle couvait déjà depuis 8 ans. Hélène a également sorti les rapports financiers de mes 3 années en tant que directrice financière. Sous ma direction, le portefeuille de Dubois Immobilier Commercial était passé de 17,7 millions à 23,7 millions d'euros, soit une augmentation de valeur de 34%. Les taux d'occupation étaient en moyenne de 96%. Les scores de satisfaction des locataires étaient les plus élevés de l'histoire de l'entreprise. Le jeudi soir, j'ai rencontré le docteur Laurent Suet, la thérapeute que je voyais depuis le début de ma vingtaine. « Souvenez-vous pourquoi vous faites cela ?» m'a-t-elle dit. « Vous ne cherchez pas la vengeance. Vous fermez un chapitre. Il y a une différence. Et si je ressens de la satisfaction quand ils réaliseront qu'ils ont perdu ?» Le docteur Huet a souri doucement. Cela s'appelle la justice, Amélie. Se sentir validé lorsque la vérité éclate n'est pas la même chose que la cruauté. La question est ce que vous ferez après. Je suis rentré chez moi ce soir-là à travers les rues de Marseille luisantes de pluie, en pensant à ces paroles. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain avant de me coucher. Elle n'a plus de pouvoir sur toi, ai-je dit à mon reflet. Toi seul décides de ton histoire maintenant. Vendredi arrivait et j'étais prête. Ok, laissez-moi faire une pause ici une seconde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous vous demandez comment j'ai géré la suite, laissez un commentaire avec votre prédiction. Que pensez-vous que Sophie a fait lors de la lecture du testament? Et si cette histoire résonne en vous, si vous avez déjà dû fixer des limites avec votre famille, n'oubliez pas de vous abonner. Nous arrivons à la partie que vous attendiez. Maintenant, retour à ce vendredi après-midi. La salle de conférence de Morin et Associés occupait un angle du 29e étage avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la baie de Marseille et les calanques au-delà. Par temps clair, cela aurait été à couper le souffle. Le 14 mars 2025, le ciel était couvert, l'eau d'un gris acier qui correspondait à mon humeur. Je suis arrivé 15 minutes en avance, à 13h45. Je portais un tailleur bleu marine. Professionnel, sobre. Mes cheveux étaient tirés en arrière en un simple chignon. J'avais appris d'oncle Henri que les personnes les plus puissantes dans une pièce n'avaient jamais besoin de s'annoncer. La salle de conférence pouvait accueillir 20 personnes à la table principale, avec des chaises supplémentaires disposées le long des murs. Quand je suis entré, 14 personnes étaient déjà présentes. Maître Marguerite Morin était assise en bout de table avec 2 jeunes collaborateurs. Thomas Girard, l'expert comptable senior de Durand et Associés, qui s'était occupé des comptes d'oncle Henri pendant une décennie, occupait un siège près de la fenêtre. Des représentants de 3 organisations caritatives occupaient plusieurs chaises, l'hôpital pour enfants de la Timone, les Compagnons Bâtisseurs Provence et la Fondation du Parc National des Calanques. Oncle Henri avait été un donateur important pour les 3 pendant plus de 20 ans. 5 cadres supérieurs de Dubois Immobilier Commercial étaient assis ensemble près de la porte. Ils avaient travaillé avec oncle Henri pendant des années et me connaissaient depuis mes jours de stage. Marguerite a attiré mon attention et m'a fait signe de prendre un siège au centre de la table, juste en face de l'endroit où elle lirait le testament. J'ai pris ma place, disposant le dossier de documents qu'Hélène avait préparé devant moi. À travers la paroi vitrée de la salle de conférence, je pouvais voir le hall des ascenseurs. À 14h03, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes.
Ma mère est sortie la première. Même de l'autre bout de l'étage, je pouvais voir qu'elle s'était habillée pour l'occasion. Robe noire, collier de perles, maquillage complet. Derrière elle venait mon père, ma sœur et un homme en costume cher portant une mallette Mont Blanc. Le spectacle allait commencer. Sophie Dubois est entrée dans la salle de conférence comme si elle en était la propriétaire. C'était toujours sa façon de faire, projetant une confiance qu'elle n'avait pas méritée, revendiquant un espace qui ne lui avait pas été donné. Elle portait une robe noire qui semblait neuve, et son collier de perles captait les lumières du plafond alors qu'elle scrutait la pièce avec une expression étudiée de deuil digne. Derrière elle, mon père, Richard, entrait en traînant les pieds, vêtu d'un costume gris qui ne lui allait plus tout à fait. Il avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu. Ses yeux ont croisé les miens brièvement, puis se sont détournés. Il avait toujours été doué pour regarder ailleurs. Delphine suivait dans une robe rose pastel. Un choix étrange pour une lecture de testament, comme si elle s'était trompée d'événement. À 30 ans, elle avait l'air fatiguée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le vol matinal depuis Lyon. Leur avocat, Victor Arrivel, fermait la marche. Il était grand, les cheveux argentés, avec le genre de confiance polie qui vient de décennies de litiges à enjeux élevés. Sa mallette Mont Blanc coûtait probablement plus que mon premier mois de salaire chez Durand et Associés. Le regard de Sophie a balayé la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. « Ah, dit-elle, sa voix portant de la manière qu'elle avait perfectionnée. Tu es déjà là. » Je ne me suis pas levé. Sophie. Le seul mot, son nom, par maman, l'a fait s'arrêter net. Quelque chose a vacillé sur son visage. Puis elle s'est reprise. J'espérais que nous pourrions parler en privé avant que cela ne commence. Les affaires de famille devraient être réglées en famille. La procédure commence dans 2 minutes, ai-je dit. Je suis sûr que tout ce que vous avez à dire peut attendre. Maître Marguerite Morin s'est levée de son siège. Madame Dubois, Monsieur Dubois, Mademoiselle Dubois, Maître Arrivel. Des sièges ont été disposés pour les parties présentes le long du mur. La table principale est réservée aux bénéficiaires et aux représentants de la succession. La mâchoire de Sophie s'est visiblement crispée. Elle s'était attendue à un siège au centre des choses. Au lieu de cela, elle était reléguée en marge. Elle n'était même pas à la table. Sophie ne s'est pas assise tranquillement. Au lieu de cela, elle a fait un détour devant les représentants de l'hôpital pour enfants de la Timone, s'arrêtant pour se présenter avec une expression de chagrin étudiée. « Je suis Sophie Dubois », dit-elle assez fort pour que la majeure partie de la salle l'entende. La belle-sœur d'Henri. Nous étions très proches pendant de nombreuses années avant cette malheureuse brouille. Elle a jeté un regard significatif dans ma direction. La représentante de l'hôpital, une femme dans la cinquantaine nommée Dr Patricia Vidal, a hoché la tête poliment, mais n'a rien dit. Sophie a continué, imperturbable. C'est tellement tragique de voir comment certaines personnes entrent dans une famille et créent la division. Henri était un homme si généreux, si confiant, peut-être trop confiant. J'ai gardé les yeux sur mon dossier. Je n'ai pas répondu. J'avais appris il y a longtemps que Sophie se nourrissait des réactions. Delphine, s'installant sur une chaise contre le mur, a ajouté son grain de sel. Oncle Henri venait nous voir à Lyon tout le temps quand on était enfant. Je ne comprends pas pourquoi elle a le droit de s'asseoir là-haut et nous, on est ici. Victor Arrivel prenait déjà des notes, son stylo se déplaçant sur un bloc-notes, documentant tout, construisant leur dossier, cherchant la moindre réaction qu'il pourrait déformer. Je ne lui ai rien donné. Sophie a pris place à côté de Delphine, mais elle n'avait pas terminé. Alors que Marguerite organisait ses papiers en bout de table, la voix de Sophie a de nouveau percé le silence de la pièce. Un enfant qui a été rejeté par ses parents a généralement une raison. J'aurais juste aimé qu'Henri voie à travers son jeu comme nous l'avons fait. Une mère sait toujours. Les mots flottaient dans l'air. Plusieurs personnes dans la salle ont bougé, mal à l'aise. Thomas Girard, l'expert comptable, regardait Sophie avec une incrédulité non dissimulée. Je l'ai regardée, vraiment regardée, pour la première fois en 15 ans. Elle n'avait pas changé du tout. La même certitude, le même besoin de contrôler le récit, la même conviction absolue qu'elle était la victime. Marguerite s'est éclaircie la gorge. Il est 14h10, nous allons commencer. Maître Marguerite Morin a rompu le seau d'une grande enveloppe avec la précision méticuleuse de quelqu'un qui avait accompli ce rituel des centaines de fois.
Ceci est le dernier testament de Henri Raymond Dubois, a-t-elle commencé, sa voix portant le poids formel que le moment exigeait. Né le 4 juillet 1953, décédé le 28 février 2025. Ce document a été exécuté le 18 juin 2024 et représente l'expression finale des volontés de M. Dubois concernant la disposition de sa succession. Sophie s'est légèrement penchée en avant, son collier de perles captant la lumière. Marguerite a continué à lire les sections préliminaires. L'article 1er confirmait l'identité et la résidence d'Henri. L'article 2 le déclarait saint d'esprit. Marguerite a noté qu'une évaluation psychiatrique avait été menée par le docteur Stephen Park le 10 juin 2024, 8 jours avant la signature du testament. L'évaluation a confirmé que M. Dubois possédait une pleine capacité testamentaire et n'était sous aucune influence indue au moment de l'exécution, a lu Marguerite. J'ai surpris Sophie échangeant un regard avec Victor Arrivel. Ils avaient misé sur la contestation de l'état mental d'Henri. Cette documentation compliquait leur stratégie. L'article 3 révoquait tous les testaments et codicilles antérieurs. Puis Marguerite est passée à l'article 4, l'inventaire des biens. Au moment du décès, la succession de M. Dubois comprenait les éléments suivants, 12 propriétés commerciales situées dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var, d'une valeur estimée combinée de 18,2 millions d'euros. Des comptes d'investissement contenant des actions diversifiées d'une valeur d'environ 4,1 millions d'euros, des liquidités et des actifs liquides totalisant 1,4 million d'euros. J'ai entendu Delphine murmurer à Sophie, ça fait presque 24 millions. Sophie a hoché la tête, ses yeux calculateurs. Marguerite a levé brièvement les yeux. Le testament contient 47 pages. Je vais maintenant passer à l'article 5, qui traite des legs spécifiques et des exclusions. Elle a tourné la page et a ajusté ses lunettes de lecture. Article 5, concernant Richard-Jacques Dubois, frère du défunt. Sophie a carrément souri. Elle n'allait pas sourire longtemps. La voix de Marguerite était stable alors qu'elle lisait la première ligne. Je ne fais aucune disposition dans ce testament pour mon frère Richard-Jacques Dubois pour les raisons suivantes que je souhaite voir lues à voix haute et consignées au procès-verbal. Le sourire de Sophie a vacillé. Marguerite a continué à lire les mots d'Henri. Premièrement, en mars 2002, Richard m'a emprunté 80 000 euros avec la promesse écrite de rembourser la totalité du montant dans les 5 ans. 23 ans ont passé. Pas un euro n'a été remboursé. J'ai conservé la reconnaissance de dette originale comme document. Le visage de Richard est devenu blême. Il ne s'y attendait pas. Deuxièmement, le 15 juillet 2010, Richard et sa femme Sophie ont volontairement signé un document légal renonçant à tous les droits parentaux sur leur fille, Amélie-Marie Dubois, me transférant la pleine tutelle. Ce document a été dûment attesté et notarié. Sophie s'est levée d'un bond. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Marguerite a fait une pause, a regardé Sophie par-dessus ses lunettes et a continué à lire sans accuser réception de l'éclat. L'importance de ce document est la suivante. En mettant fin légalement à leur relation parentale avec Amélie, Richard et Sophie ont rompu toute prétention qu'ils auraient pu avoir à hériter de moi par son intermédiaire. Amélie est mon héritière légale. Richard n'est pas son père légal. Par conséquent, Richard n'a aucune relation familiale avec mon héritière désignée, et aucune qualité pour contester ce testament pour des motifs de lien familial. Richard était maintenant debout, lui aussi. C'est ridicule. Je suis le frère d'Henri, son frère de sang. Victor Arrivel a attrapé le bras de Richard, le forçant à se rasseoir, mais même le visage de l'avocat était devenu gris. Marguerite a sorti un document de son dossier. Pour information, l'original de la renonciation volontaire à l'autorité parentale est déposé au tribunal de grande instance des Bouches-du-Rhône, dossier numéro 2010 TGI 5847. J'ai ici une copie certifiée conforme, que toute partie peut examiner. Elle a posé le document sur la table. Sophie le fixait comme si c'était une grenade dégoupillée. Sophie ne s'est pas rassise. Son sang-froid, ce masque soigné qu'elle portait en entrant dans la pièce, s'est visiblement fissuré. Sa voix s'est élevée, aiguë et désespérée. C'est de la folie. Ce papier ne veut rien dire. Nous sommes toujours sa famille. La voix de Marguerite est restée égale. Madame Dubois, je dois vous demander de vous asseoir. Perturber la lecture d'un testament est une affaire que le tribunal prend au sérieux. Sophie l'a ignoré. Elle m'a pointé du doigt. C'est elle qui a fait ça.
Elle a manipulé Henri contre sa propre famille. Elle l'a empoisonné contre nous. Le docteur Patricia Vidal de l'hôpital pour enfants de la Timone avait l'air mal à l'aise. Les représentants des œuvres de charité n'étaient pas venus pour un mélodrame familial. Delphine a tiré sur la manche de Sophie. « Maman, assieds-toi. Les gens regardent. » « Je me fiche de qui regarde. » La voix de Sophie s'est brisée. « Je veux savoir comment c'est arrivé. » Henri aimait Richard. Ils étaient frères. Finalement, j'ai parlé. Ma voix est sortie calme, stable, de la manière qu'oncle Henri m'avait appris à parler dans les négociations difficiles. Ne lève jamais la voix. Fais en sorte qu'ils doivent tendre l'oreille pour t'entendre. Sophie, tu as fait un choix il y a 15 ans. Tu as mis mes affaires dans des sacs poubelles et tu m'as laissé sur un porche dans le noir. Puis tu es rentré et tu as signé un document pour te débarrasser de moi. J'avais 13 ans. La pièce était absolument silencieuse. C'était ta décision, ai-je continué. Pas la mienne, pas celle d'oncle Henri, la tienne. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence de ce que tu as choisi de faire cette nuit-là. La bouche de Sophie s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Je l'ai regardé fixement. Je ne te déteste pas, mais je ne te dois rien non plus. Tu t'en es assuré en signant ce papier. Victor Arrivel écrivait furieusement sur son bloc-notes, bien que je ne puisse imaginer quelle stratégie il pensait pouvoir sauver. Marguerite s'est éclaircie la gorge. Si nous pouvons continuer. Je n'ai pas encore lu la clause 7. Sophie s'est finalement laissée retomber sur sa chaise. Mais la clause 7 était celle qui mettrait vraiment fin à ses espoirs. Marguerite s'est tournée vers la page 12 du testament et a fait une pause. Puis elle a lu les mots qui allaient tout changer. Article 7, désignation de la légataire universelle. La pièce retenait son souffle. Je lègue par la présente l'intégralité de ma succession, y compris tous les biens immobiliers, les comptes d'investissement, les liquidités et les effets personnels, à ma fille adoptive légale, Amélie Marie Dubois. Adoptive. Le mot flottait dans l'air comme un coup de tonnerre. Le visage de Sophie est devenu blanc. Vraiment blanc, comme si on lui avait vidé la tête de son sang. Adoptive. La voix de Richard était rauque. Depuis quand? Marguerite a répondu avec la même précision calme qu'elle avait utilisée tout du long. Monsieur Henri Dubois a formellement adopté Amélie Marie Dubois le 12 septembre 2012, alors qu'elle avait 15 ans. L'adoption a été finalisée par le tribunal de grande instance des Bouches-du-Rhône, dossier numéro 2012 AD 3291. Quand même. Et Madame Richard Dubois avait déjà légalement renoncé à leurs droits parentaux en 2010, aucun consentement supplémentaire n'était requis. Delphine m'a dévisagé. Donc, tu n'es même plus de notre famille. J'ai croisé son regard. Pas légalement. Pas depuis que maman et papa m'ont abandonné par écrit. Marguerite a continué à lire. Amélie n'est pas simplement une bénéficiaire. Elle est ma fille de toutes les manières qui comptent, légalement, pratiquement et émotionnellement. Elle a travaillé à mes côtés pendant des années, a prouvé sa compétence et son intégrité, et je lui fais entièrement confiance pour continuer le travail que j'ai commencé. Il n'y a personne qui mérite plus cet héritage, et personne que j'aime plus. Ma vision s'est brouillée. J'ai cligné des yeux pour retenir mes larmes. Oncle Henri ne m'avait jamais parlé du libellé complet de cette clause. Il l'avait gardée secrète, attendant ce moment, sachant qu'il pourrait arriver. Sophie secouait la tête lentement, comme quelqu'un qui essaie de se réveiller d'un cauchemar. Ça ne peut pas être légal, a-t-elle murmuré. Victor, dites-leur que ça ne peut pas être légal. Victor Arrivel n'a pas répondu. Il fixait son bloc-notes, le stylo immobile. Il savait que l'affaire était terminée. Marguerite a sorti de son dossier une enveloppe scellée plus petite que les autres. Il y a un dernier élément, dit-elle. Monsieur Dubois a laissé une lettre personnelle pour Amélie avec des instructions pour que je propose d'en lire une partie à voix haute pendant cette procédure si Amélie y consent. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Marguerite a ouvert l'enveloppe avec précaution et a déplié une seule page manuscrite. L'écriture familière d'oncle Henri remplissait le papier. La même écriture que j'avais vue sur les cartes d'anniversaire, les emails et les notes laissées sur mon bureau pendant 15 ans. Marguerite a commencé à lire. Amélie, si cette lettre est lue à voix haute,
cela signifie que les choses se sont passées exactement comme je m'y attendais. Ta famille biologique s'est présentée à la recherche d'un argent qu'elle n'a jamais mérité, venant d'un homme dont elle ne s'est jamais souciée. Je suis désolé que tu aies à traverser ça, mais je sais aussi que tu es assez forte pour le gérer. Un son étouffé s'est échappé de la gorge de Sophie, presque un gémissement. Tu es venue à moi comme une enfant blessée, rejetée par des gens qui auraient dû te protéger. Mais tu n'as pas laissé cela te définir. Tu as transformé ta douleur en détermination, ta solitude en indépendance, ton rejet en résilience. Je n'ai jamais été aussi fier de quelqu'un de toute ma vie. La voix de Marguerite s'est légèrement adoucie alors qu'elle continuait, « Je ne t'ai pas sauvée, Amélie. Tu t'es sauvée toi-même. Je t'ai juste donné un endroit pour le faire. Tout ce que tu as accompli, ton éducation, ta carrière, ton caractère, tu l'as mérité par tes propres efforts. Je te laisse ma succession, non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu le mérites, et parce que je sais que tu l'utiliseras pour aider les autres comme j'ai essayé de t'aider. » Des larmes coulaient sur mon visage maintenant. Je n'ai pas essayé de les arrêter. Ne les laisse pas te faire sentir coupable d'avoir survécu à eux. Ne les laisse pas revenir à moins que tu ne le choisisses. Tu ne leur dois rien. Tu te dois tout à toi-même. Je t'aime, Amélie. Pour toujours, ton père, Henri. Sophie a tenté un dernier coup désespéré. Elle s'est relevée, mais cette fois sa voix avait changé. La colère avait disparu, remplacée par quelque chose qui se voulait être le son d'une maternité blessée. Amélie, ma chérie, je sais que les choses ont été difficiles quand tu étais jeune. J'ai fait des erreurs. Je l'admets maintenant. Mais nous sommes toujours du même sang. Nous pouvons surmonter ça. Ne pouvons-nous pas au moins parler de diviser la succession équitablement? J'ai essuyé mes yeux et je l'ai regardé. Tu as renoncé au droit de m'appeler ma chérie il y a 15 ans. Je veux contester ce testament, a annoncé Sophie à la salle. Victor, dites-leur que nous avons des motifs. Abus de faiblesse. Henri était malade. Elle l'a isolé. Victor Arrivel a finalement parlé, bien qu'il ait eu l'air d'un homme lisant son propre avis de décès. Madame Dubois, peut-être devrions-nous discuter de nos options en privé. Non, dites-leur que nous allons nous battre. Marguerite a interrompu en tournant son iPad vers la salle. Sur l'écran se trouvait un fil de discussion par email. Maître Arrivel, peut-être aimeriez-vous expliquer cela à vos clients. La salle est devenue silencieuse. Marguerite a lu à voix haute. Ceci est un email daté du 3 mars 2022 d'Henri Dubois à Victor Arrivel. L'objet est de fin de service. Dans l'email, Monsieur Dubois écrit, « Victor, je mets fin à notre relation professionnelle. Votre conseil d'inclure Richard dans mon plan de succession malgré ses années d'exploitation financière et son traitement d'Amélie est inacceptable. Je vais engager un nouveau conseil. » Elle a levé les yeux vers Victor. Vous avez précédemment représenté Henri Dubois. Vous avez été renvoyé parce que vous avez défendu les intérêts de Richard au détriment des volontés d'Henri. Et maintenant, vous avez accepté ce cas contre la succession d'Henri sans divulguer ce conflit d'intérêts à vos clients actuels. Le visage de Victor avait pris la couleur du vieux béton. Sophie s'est tournée pour le dévisager. Vous m'avez dit que nous gagnerions. Il n'avait pas de réponse. Victor Arrivel s'est levé brusquement, rassemblant sa mallette main blank avec des mains tremblantes. Je dois examiner ces documents, dit-il, sa voix dépouillée de son assurance antérieure. Nous devrions discuter de nos options en privé, Madame Dubois. Discuter de quoi? La voix de Sophie montait à nouveau. Vous partez maintenant, au milieu de tout ça. Victor n'a pas répondu. Il se dirigeait déjà vers la porte, marchant avec la démarche raide d'un homme qui savait que sa carrière pourrait être en train d'imploser. Victor, a crié Sophie après lui. Victor. La porte de la salle de conférence s'est refermée derrière lui avec un léger déclic. Sophie est restée figée, abandonnée par son propre avocat devant tout ce qu'elle avait espéré impressionner. Richard n'avait pas dit un mot depuis des minutes. Il était assis, affalé sur sa chaise, fixant le sol. Il avait passé toute sa vie à suivre les directives de Sophie, et maintenant elle les avait menés tous les deux au bord du précipice. Delphine pleurait tranquillement. Je ne pouvais pas dire si elle était contrariée par l'argent ou par l'humiliation publique. Sophie s'est retournée vers moi une dernière fois. Le masque était complètement tombé maintenant.
En dessous, il n'y avait que du désespoir. Et sous cela, quelque chose qui aurait pu être les premiers frémissements d'un vrai regret. Amélie, sa voix s'est brisée. On peut toujours. Je veux dire, on est toujours une famille, n'est-ce pas? Le sang, c'est le sang. Tu pourrais toujours. Je me suis levé de la table. Sophie, tu as cessé d'être ma famille le 15 juillet 2010. Tu as signé le document toi-même. Je n'ai pas fait ce choix. C'est toi qui l'as fait. J'ai rassemblé mon dossier et je l'ai regardé fixement. Je ne te déteste pas. En fait, j'ai pitié de toi. Mais tu n'as aucun droit sur moi. Ni légalement, ni émotionnellement, ni d'aucune manière qui compte. Je me suis tourné vers Marguerite. Pouvons-nous continuer avec les articles restants? Marguerite a hoché la tête. Sophie s'est assise lourdement. Elle n'a plus parlé pendant le reste de la lecture. Marguerite s'est tournée vers la section suivante avec un calme professionnel. Article 9, legs caritatif. Les représentants des 3 organisations caritatives se sont redressés sur leur siège. Je demande que les dons suivants soient faits à partir de ma succession, 500 000 € à l'hôpital pour enfants de la Timone, à utiliser pour la création d'un fonds de bourse pour les enfants issus de milieux défavorisés. 300 000 € au compagnon bâtisseur Provence pour la construction de logements abordables dans la région de Marseille. 200 000 € à la Fondation du Parc National des Calanques pour la préservation de la nature et les programmes d'éducation environnementale. Le docteur Patricia Vidal de l'hôpital pour enfants de la Timone a hoché la tête solennellement. Henri était l'un de nos donateurs les plus constants depuis plus de 2 décennies. Ce don aidera des centaines de familles. Le représentant des compagnons bâtisseurs a ajouté, nous avons construit 6 maisons avec les dons précédents d'Henri. Ceci financera au moins 4 autres. Marguerite a continué, je demande également que ma fille Amélie poursuive les programmes de dons caritatifs que j'ai établis de mon vivant, à sa discrétion. Je fais entièrement confiance à son jugement. J'ai retrouvé ma voie. Je le ferai. J'honorerai tout ce qu'oncle Henri a bâti. Une pensée m'est venue en regardant les 3 représentants des œuvres de charité assis dans cette pièce. Ils n'étaient pas là parce que la loi l'exigeait. Ils étaient là parce qu'oncle Henri leur avait demandé de venir. Il avait voulu des témoins, des parties neutres qui pourraient témoigner de ce qui s'était exactement passé ici aujourd'hui. Si Sophie et Richard essayaient de poursuivre leur affaire, oncle Henri avait anticipé chaque mouvement. Le docteur Vidal a croisé mon regard et m'a offert un petit sourire bienveillant. Henri parlait constamment de vous. À chaque réunion du conseil d'administration, à chaque événement de donateurs. Amélie a fait ci. Amélie a accompli ça. Il était si fier de vous. J'ai cligné des yeux pour retenir de nouvelles larmes. Même dans la mort, oncle Henri m'avait entouré de gens qui croyaient en moi. Quand Marguerite a fini de lire les derniers articles du testament, elle s'est tournée vers moi. Amélie, en tant que légataire universelle et exécutrice testamentaire, souhaitez-vous dire quelques mots? Je n'avais pas prévu de parler, mais des dizaines de pères Dieu me regardaient, et j'ai réalisé qu'il y avait des choses à dire, non pas pour le bénéfice de Sophie, mais pour le mien. Je me suis levé de mon siège. La plupart d'entre vous ont connu oncle Henri bien plus longtemps que moi. Il m'a recueilli quand j'avais 13 ans et que je n'avais rien. Il m'a donné un foyer, une éducation et, plus important encore, une famille qui a choisi de m'aimer. J'ai regardé autour de la salle les employés de Dubois Immobilier Commercial qui m'avaient vu grandir de stagiaire à directrice financière, les représentants des œuvres de charité qui avaient été témoins de la générosité d'oncle Henri pendant des décennies. Avec cet héritage, j'ai l'intention de continuer tout ce qu'Henri a bâti. Les propriétés seront gérées avec la même intégrité qu'il a établie. Les engagements caritatifs seront maintenus, et je vais créer un nouveau fonds de bourse, la bourse d'excellence Dubois pour les sciences, destinée aux enfants issus de situations familiales difficiles qui ont besoin que quelqu'un croie en eux. Mes yeux ont trouvé Sophie, toujours assise, rigide sur sa chaise. Quant à mes parents biologiques, je ne leur en veux pas. J'ai fait la paix avec ce qui s'est passé. Mais la paix ne signifie pas prétendre que cela n'est pas arrivé, et cela ne signifie pas ouvrir des portes que j'ai travaillé dur à fermer. J'ai pris une profonde inspiration. Henri m'a appris que la famille est une question de choix. Les gens qui sont là pour vous quand tout s'effondre, ce sont eux votre famille. Selon cette définition, les gens dans cette pièce qui connaissaient Henri, qui ont travaillé avec lui, qui le respectaient. Vous êtes plus ma famille que les gens qui partagent mon ADN.
Je me suis rassise. La pièce est restée silencieuse un long moment. Puis Thomas Girard, l'expert comptable, a commencé à applaudir. D'autres ont suivi. Sophie n'a pas bougé. Marguerite a officiellement conclu la lecture à 15h47. Le testament a été lu dans son intégralité. Toutes les exigences légales ont été satisfaites. Mademoiselle Dubois, vous pouvez contacter notre bureau la semaine prochaine pour commencer le processus de transfert. La succession devrait être entièrement réglée dans les 14 jours ouvrables. Les gens ont commencé à se lever, des conversations murmurées reprenant vie dans la pièce. Sophie s'est levée lentement, comme une femme qui avait vieilli de 10 ans en 2 heures. Richard se dirigeait déjà en traînant les pieds vers la porte, sans regarder personne. Delphine a pris son sac à main et a suivi son père sans un mot. Sophie est restée. Elle s'est retournée pour me regarder une dernière fois. Son maquillage avait légèrement coulé autour de ses yeux. La femme confiante qui était entrée dans cette pièce en s'attendant à des millions avait maintenant l'air diminué, plus petite en quelque sorte. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose. J'ai vu ses lèvres former ce qui aurait pu être le début de « je suis désolé », mais ensuite elle a refermé la bouche, s'est détournée et est sortie. Je l'ai regardée partir. Cette femme qui m'avait jeté comme une marchandise endommagée, qui avait signé des papiers pour le rendre légal, qui s'était présentée 15 ans plus tard en espérant profiter de sa cruauté. J'ai ressenti une brève lueur de quelque chose, pas de la satisfaction exactement, pas de la justification, quelque chose de plus compliqué, le vide étrange qui vient lorsqu'un chapitre se ferme enfin. Le docteur Vidal de l'hôpital pour enfants de la Timone s'est approché de moi alors que la salle se vidait. Henri parlait de vous chaque fois que nous nous rencontrions, dit-elle en me serrant la main. Il m'a dit un jour que vous accueillir avait été la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Je vois pourquoi. Elle a glissé une carte de visite dans ma paume. Quand vous serez prête à discuter de ce fonds de bourse, s'il vous plaît, appelez-moi directement. Hélène est apparue à mes côtés, me serrant le bras. Tu l'as fait, dit-elle doucement. Henri serait si fier. J'ai regardé la photo d'oncle Henri que j'avais apportée avec moi. J'espérais qu'elle avait raison. Je dois reprendre mon souffle une seconde. C'était le moment que j'avais redouté et espéré en même temps. Si vous avez déjà eu à affronter quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui croyait encore être la victime, vous savez à quel point c'est épuisant. Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé après que cette salle de conférence se soit vidée, restez avec moi. L'histoire n'est pas terminée. Une semaine après la lecture du testament, Maître Marguerite Morin a déposé une plainte formelle auprès de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille. Le sujet, les violations éthiques de Victor Arrivel. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Elle l'a fait parce que c'était son obligation professionnelle. Lorsqu'un avocat est témoin d'un autre avocat violant les règles de déontologie, le signalement est requis. La plainte décrivait 3 violations. Premièrement, conflit d'intérêts. Arrivel avait précédemment représenté Henri Dubois et obtenu des informations confidentielles sur sa planification successorale. Deuxièmement, défaut de divulgation. Arrivel n'a jamais informé Sophie ou Richard de sa relation antérieure avec Henri. Troisièmement, fausse représentation. Arrivel avait fait croire à ses clients qu'ils avaient un dossier solide alors qu'ils savaient ou auraient dû savoir que leur position juridique était fondamentalement compromise. Marguerite m'a tenu au courant tout au long du processus. 2 mois après le dépôt, fin mai 2025, le Conseil de l'Ordre a rendu sa décision. Victor Arrivel a été suspendu du barreau pour 6 mois. Il a également été condamné à une amende de 15 000 € et a dû suivre une formation supplémentaire en déontologie. Dans les semaines qui ont suivi la suspension, 3 des plus gros clients d'Arrivel ont discrètement transféré leurs affaires ailleurs. J'ai entendu par des ragots du milieu juridique que les revenus de son cabinet avaient chuté d'environ 200 000 € cette année-là. Hélène m'a demandé un jour si je ressentais de la satisfaction face à la chute d'Arrivel. Je ne lui ai rien fait, lui ai-je répondu. Il s'est fait ça à lui-même. J'étais juste là quand les conséquences l'ont rattrapé. C'était la vérité. Je n'avais pas cherché à me venger de Victor Arrivel. Je n'avais pas déposé la plainte. Je n'avais pas fait de lobbying pour sa suspension. Il avait fait ses propres choix, en prenant un cas qu'il savait éthiquement compromis, en mentant à des clients qui lui faisaient confiance, en pariant qu'il pourrait gagner par l'intimidation plutôt que par le mérite.
Sa carrière a souffert à cause de ce qu'il a choisi de faire. Certaines personnes construisent leur propre prison sans aucune aide. 3 semaines après la lecture du testament, un email est apparu dans ma boîte de réception de Sophie Dubois 1969@gmail.com. Objet, s'il te plaît, lis. Le message était plus long que ce à quoi je m'attendais. Sophie n'avait jamais été douée pour la communication écrite. Elle préférait les appels téléphoniques où elle pouvait contrôler le ton, interrompre, rediriger. Amélie, je sais que tu ne liras probablement pas ceci, mais j'ai besoin de dire certaines choses. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé à la lecture du testament. J'étais en colère et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant que j'ai fait des erreurs quand tu étais jeune. J'étais dépassé. Ton père et moi avions des difficultés financières. Les choses nous ont échappé. Je ne demande pas d'argent. Je demande une chance de réparer les choses. Nous sommes toujours une famille, Amélie. Le sang ne disparaît pas simplement à cause de papiers légaux. Je suis ta mère. Rien ne peut changer ça. Pouvons-nous parler? Je pense que si nous nous asseyions simplement ensemble, nous pourrions surmonter ça. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Maman. J'ai lu l'email 3 fois. Puis j'ai appelé le docteur Huet, ma thérapeute, et je le lui ai lu au téléphone. Que remarquez-vous dans cet email, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Elle reconnaît des erreurs, mais ne nomme pas lesquelles. Elle blâme les circonstances, les difficultés financières, le fait d'être dépassée. Elle dit qu'elle ne demande pas d'argent, mais passe ensuite à surmonter ça. Et elle s'appelle toujours maman même si elle a renoncé à ce droit. Que voulez-vous faire? J'ai pris 2 jours pour écrire ma réponse. Elle faisait 4 phrases. Sophie, j'ai lu ton email. Je t'ai pardonné il y a longtemps, pour moi, pas pour toi. Mais je ne veux pas de relation avec toi. S'il te plaît, ne me contacte plus. Elle n'a pas répondu. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, seulement de la clarté. 2 mois après la lecture du testament, une lettre est arrivée à mon adresse à Marseille. Pas un email, une vraie lettre manuscrite sur du papier ordinaire, glissée dans une enveloppe légèrement froissée avec un cachet de la Poste de Lyon. L'adresse de l'expéditeur indiquait des Martin. Delphine avait pris le nom de son ex-mari quand elle s'était mariée. Je l'ai ouverte à contre-cœur, m'attendant à plus de manipulation. Ce que j'ai trouvé était différent. Amélie, je n'écris pas ça pour demander quoi que ce soit. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas de pardon. J'ai juste besoin de dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a 15 ans. La nuit où maman et papa t'ont mise à la porte, je regardais depuis la fenêtre de ma chambre. Je t'ai vue assise sur le porche avec ses sacs poubelles. J'ai regardé pendant 4 heures. Je t'ai vue seule dans le noir, à attendre, et je ne suis jamais descendu. J'aurais pu. J'avais 15 ans. J'aurais pu t'apporter de l'eau ou m'asseoir avec toi ou au moins te dire que j'étais désolé. Au lieu de ça, j'ai juste regardé depuis la fenêtre comme une lâche. Ça m'a hanté depuis. Chaque fois que maman parlait de toi, te blâmant toujours, se faisant toujours passer pour la victime, je pensais à cette fenêtre, à ce que je n'avais pas fait. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne demande pas de relation. Je voulais juste que tu saches que je sais que ce que j'ai fait était mal. Je t'ai laissé tomber quand tu avais le plus besoin d'une famille. Tu méritais mieux de la part de ta grande sœur. Si tu ne veux plus jamais entendre parler de moi, je comprends. Mais je ne pouvais pas laisser une autre année passer sans te dire la vérité. Delphine. J'ai lu la lettre 4 fois. C'était la chose la plus honnête que quiconque dans ma famille biologique m'ait jamais dite. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin de temps pour comprendre ce que je voulais faire, le cas échéant, de cette ouverture inattendue. Mais pour la première fois en 15 ans, j'ai ressenti autre chose que de la distance en pensant à ma sœur. 4 mois après la lecture du testament, j'ai finalement répondu à Delphine. Le docteur Huet m'avait aidé à réfléchir à ce que je voulais réellement. Pas ce que je me sentais obligé de faire, pas ce qui paraîtrait généreux ou indulgent, ce que je voulais vraiment pour moi-même. La réponse m'a surprise. Je ne voulais pas exclure complètement Delphine. Sa lettre avait été la première reconnaissance honnête de ce qui s'était passé cette nuit-là. Pas d'excuses, pas de déviation, pas de demande d'argent, juste une prise de responsabilité.
Mais je n'étais pas non plus prête à lui faire confiance. 15 ans de distance ne disparaissent pas à cause d'une seule lettre. Alors j'ai répondu avec des conditions. Delphine, j'ai lu ta lettre plusieurs fois. J'apprécie que tu aies reconnu ce qui s'est passé sans chercher d'excuses. Cela a demandé du courage. Je ne suis pas prête pour une relation complète, mais je suis ouverte à un contact prudent sous ces conditions. Premièrement, aucun contact par l'intermédiaire de maman ou papa. J'ai mis fin définitivement à la communication avec eux, et j'ai besoin que cette limite soit respectée. Deuxièmement, aucune discussion sur l'argent, l'héritage ou quoi que ce soit lié à la succession d'oncle Henri, jamais. Troisièmement, je me réserve le droit de mettre fin à toute conversation sans explication. Si je deviens silencieuse, j'ai besoin que tu le respectes. Si ces conditions te conviennent, nous pouvons commencer par un appel vidéo mensuel, 15 minutes, sans pression. Nous pouvons parler de nos vies, de manière superficielle au début. Si ça se passe bien, nous pourrons construire progressivement à partir de là. Ce n'est pas moi qui dis que tout est pardonné et oublié. C'est moi qui dis que je suis prête à voir s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être construit, mais ça doit être selon mes termes. Fais-moi savoir si tu acceptes ces conditions. Amélie. Sa réponse est arrivée 3 jours plus tard. Un seul mot, accepter. J'ai programmé notre premier appel pour le samedi suivant. 15 minutes. C'était tout ce à quoi je pouvais m'engager, mais c'était un début. Le premier appel vidéo avec Delphine a eu lieu un samedi après-midi de septembre 2025, 6 mois après la lecture du testament. J'étais assise dans mon bureau à domicile avec mon ordinateur portable ouvert, regardant les secondes défiler jusqu'à 14 heures. Mon cœur battait plus vite que pendant la lecture du testament. Cela semblait plus dangereux d'une certaine manière. Affronter Sophie avait consisté à me défendre contre une attaque. Ici, il s'agissait de choisir d'être vulnérable. La connexion s'est établie. Le visage de Delphine a rempli l'écran. Elle avait l'air différente de ce qu'elle était à la lecture du testament. Moins maquillée, plus fatiguée, mais aussi en quelque sorte plus réelle. « Salut », a-t-elle dit. « Salut. » Nous nous sommes regardés un instant. 15 ans compressés dans un rectangle d'appel vidéo. Je n'étais pas sûr que tu répondrais vraiment, a-t-elle admis. J'ai failli ne pas le faire. Cela a brisé la glace. Delphine a ri, un son nerveux et soulagé, et je me suis surprise à presque sourire. Nous sommes restés sur des sujets légers comme je l'avais demandé. Superficiels. Elle m'a parlé de son travail. Elle suivait une formation pour devenir prothésiste angulaire, en vue d'obtenir sa licence. Elle a mentionné ses enfants, Jadon, 8 ans, et Lily, 6 ans, sans me demander d'être leur tante. Je lui ai parlé de l'entreprise, de la météo à Marseille, de rien de trop personnel. À 14 minutes, j'ai dit que nous devrions conclure. Amélie. La voix de Delphine m'a arrêté avant que je puisse mettre fin à l'appel. Merci de me donner une chance. Je sais que tu n'étais pas obligé. C'est la première étape, ai-je dit. On verra où ça mène. La première étape, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Nous avons programmé un autre appel pour le mois suivant. Après qu'elle ait raccroché, je suis restée assise dans mon bureau pendant un long moment à digérer. Je ne savais pas si Delphine et moi aurions un jour une vraie relation. Peut-être resterions-nous pour toujours dans cette situation précaire. Mais pour la première fois, c'était moi qui décidais de la suite des événements. Ce pouvoir valait plus que l'héritage. 14 mars 2026, un an exactement après la lecture du testament qui a tout changé. Je me tenais devant un modeste bâtiment commercial sur la Canebière, la première propriété qu'oncle Henri ait jamais achetée, en 1987, quand il était un homme de 34 ans avec un rêve et à peine assez d'argent pour un acompte. Le bâtiment avait été rénové l'automne dernier. Nouvelles fenêtres, système de climatisation mis à jour, aménagement paysager frais. Mais aujourd'hui, j'étais là pour autre chose. Une plaque de bronze avait été montée à côté de l'entrée principale, immeuble Henri R. Dubois, à la mémoire d'un homme qui a choisi l'amour plutôt que le sang, 1953 à 2025. J'ai touché les lettres de son nom, sentant le métal froid sous mes doigts. Dans les années qui ont suivi la lecture du testament, Dubois Immobilier Commercial avait augmenté de 12%, portant la valeur du portefeuille à 26,5 millions d'euros. Les taux d'occupation sont restés supérieurs à 95%.
Nous avions acquis 2 nouvelles propriétés et modernisé 3 existantes. Plus important encore, la bourse d'excellence du bois pour les sciences avait attribué ses premières subventions. 5 étudiants issus de situations familiales difficiles, chacun recevant un financement complet pour des programmes d'été en sciences et mathématiques. Le docteur Vidal de l'hôpital pour enfants de la Timone avait aidé à sélectionner les lauréats. Delphine et moi nous parlions toujours une fois par mois. Les conversations étaient devenues un peu plus faciles. Nous étions passés de 15 à 25 minutes. J'avais vu des photos de ses enfants. Elle avait vu des photos de mon appartement. Nous n'étions pas sœurs au sens traditionnel du terme, mais nous étions quelque chose. Sophie et Richard avaient cessé d'essayer de me contacter. Je ne savais pas à quoi ressemblait leur vie maintenant, et j'ai découvert que je n'avais pas besoin de le savoir. Hélène s'est approchée de moi, regardant la plaque. « Ça va ?» J'ai réfléchi à la question. « Je suis en paix », ai-je dit. C'est encore mieux qu'heureuse. Oncle Henri m'avait appris que la famille est un choix, et j'avais enfin appris à me choisir. Le ciel de Marseille était dégagé pour la première fois depuis des semaines. Je pouvais voir jusqu'aux montagnes. Si je regarde ma propre histoire sous un angle psychologique, il y a un concept appelé l'estime de soi conditionnelle. La croyance que vous n'avez de la valeur que si certaines personnes vous approuvent. J'ai passé les 13 premières années de ma vie piégé dans cette croyance. L'indifférence de ma mère me semblait être la preuve que je ne comptais pas. Ce qui m'a réellement sauvé, ce n'est pas l'argent d'oncle Henri. C'était son acceptation inconditionnelle. Il m'a vu pour qui j'étais, pas pour qui j'aurais dû être. Voici ce que je veux que vous reteniez de cette histoire. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour connaître votre valeur. Et vous avez tout à fait le droit de fixer des limites, même avec la famille, même avec les parents, même avec le sang. Le pardon est quelque chose que vous faites pour vous-même. La réconciliation est quelque chose que vous choisissez pour vous-même. Ce sont 2 choses différentes et personne ne peut décider laquelle vous offrez. Votre histoire vous appartient. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si elle a résonné en vous, si vous avez déjà dû trouver votre propre valeur après que quelqu'un ait essayé de vous la prendre, j'espère que vous savez que vous n'êtes pas seul.